les bienvenus sur le plateau de Lady Vous Écoute aujourd'hui. Nous allons parler des femmes rurales, avec des femmes pas rurales du tout, qui ont eu la gentillesse de se déplacer, de venir sur notre plateau, nous parler de ce qu'elles font, elles, en tant qu'engagement associatif. Je reçois deux personnes. Madame Martine Keivao, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association ARDEF. Que désigne ce sigle? ARDEF, c'est Association des ressortissants de Duékoué en France, Duékoué donc en Côte d'Ivoire, la ville martyre des événements de la crise électorale en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous en parler. Vous avez un événement que vous préparez. D'ici la fin de l'émission, nous aurons bien sûr l'occasion d'en rappeler les dates. Avec nous sur le plateau, Madame Hawa Niambélé, bonjour. Bonjour, Madame. Merci d'être présente avec nous. Vous êtes militante associative et votre association d'origine, donc c'est l'association Kénédougou. Kénédougou, oui. Alors, que fait Kénédougou? Que fait Kénédougou? Kénédougou a beaucoup d'ambition, mais hélas très peu de moyens. Et les ambitions de Kénédougou, c'est essayer en tout cas de promouvoir, impulser au maximum l'éducation, donc la lutte contre l'analphabétisme, et puis la santé. Nous allons aussi avoir l'occasion de parler de toutes ces questions transversales qui sont des préoccupations de femmes. Avez-vous déjà été à une manifestation, madame? Beaucoup de manifestations. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le terrain d'ailleurs? Quand on est sur le terrain, ici en France ou en Côte d'Ivoire par exemple, quand on est sur le terrain, étant donné ce qui se passe chez nous, ça fait depuis 2003 que nous sommes sur le terrain pour assister les victimes qui sont laissées pour compte. Dont on ne parle jamais, et puis on collecte des sous, on s'en va, on fait des dons, on leur apporte les besoins de première nécessité, on les partage nous-mêmes pour être sûr que ça arrive à bon port, et on revient, et ainsi de suite, on recommence. Alors pardonnez-moi, je n'avais pas précisé ma question, j'entendais sur le terrain, lorsque vous êtes à une manifestation, à quoi occupez-vous votre temps une fois que vous êtes sur place avec les autres? Quand on est sur place avec les autres par rapport à la manifestation dite du jour, on s'active à ce que toutes les différentes composantes de l'association, des personnes qui sont invitées, celles qui viennent vous apporter, celles qui viennent vous soutenir, ceux qui sont là, on s'arrange de sorte qu'il n'y ait pas de raté, qu'on s'occupe de tout le monde, et à la fin, voilà quoi. C'est l'actualité aujourd'hui aussi par rapport à ce qui se passe au Mali. Si je posais la question, c'était un prétexte pour vous donner la possibilité de nous parler de ce que vous avez fait samedi alors. Eh bien, ce que j'ai fait samedi, ce que nous avons fait samedi... Vous avez exactement. Ce que nous avons fait samedi, mardi aussi, c'est plutôt dimanche, hier. Oui. C'était hier après-midi. Tout parti politique confondu, nous avons manifesté pour dire non au coup d'État, parce que jamais, au grand jamais, un coup d'État ne sera la manifestation de la démocratie. Or, c'est ce que nous souhaitons, que nous revendiquons et que nous voulons. Donc, hier sur le terrain, les messages comportaient non au coup d'État, la paix au Mali. Et on citait le nom de Sanogo, Sanogo dehors, et il y avait une très forte mobilisation de la jeunesse, deuxième génération ici, et ça, j'ai été très agréablement surprise. Et selon leur langage, ils disaient même, Sanogo, dehors, Sanogo, casse-toi. Oui. Vous étiez tous d'accord sur ce cri-là, sur cet appel? Tous étaient là, non au coup d'État, donc les acteurs du coup d'État, non. Car si je vous pose la question, nous avons reçu sur ce plateau des dames qui étaient de votre avis, mais tout le monde ne l'est pas, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des collectifs, des personnes qui se mobilisent pour un autre son de cloche. Et oui, mais heureusement qu'on est différents, heureusement qu'on n'a pas la même opinion, heureusement qu'il y a cette diversité. Mais l'essentiel, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple. Chacun revendique, mais les résultats. Alors justement, parlons-en d'aller manifester. Les femmes notamment ne percutent pas nécessairement, d'ailleurs elles ne sont pas les seules. On nous dit que les Africains sont difficiles à mobiliser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur le terrain? Y avait-il autant de femmes que de jeunes? Oh là là, de jeunes garçons et filles confondus, hein, je veux dire. Oui. Oui. La deuxième génération, oui, elle était présente. Mais parmi les femmes, y avait-il, à votre avis, suffisamment de femmes? Il y en avait aussi, mais comme toujours, la place publique est occupée.
les hommes, il y a beaucoup d'hommes parce que beaucoup plus disponibles que les femmes. Bon, elles ont double rôle, double tâche si elles veulent s'intéresser à la chose publique et à l'extérieur. Je ne vous apprendrai pas, mesdames, que la maison nous tient beaucoup, la famille aussi. Alors... Sur les manifestations, vous avez un événement que vous préparez. De quoi s'agit-il donc le 7 avril? Ben là, le 7 avril, pour nous, il s'agit de rendre hommage à toutes les victimes de la Côte d'Ivoire, de cette crise qui, depuis 2002, ne fait qu'endeuiller les familles. Donc, rendre hommage à ces victimes et en même temps, un appel de solidarité pour les orphelins qui sont sur place et à qui on compte apporter de l'aide. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Les personnes vont se déplacer. On va rappeler déjà le lieu, l'adresse. Et qu'attendez-vous des personnes qui seront présentes? Mais les personnes qu'on attend, c'est venir soutenir, déjà rendre visite à toutes ces victimes-là, toutes confondues, parce qu'il n'y a pas de discrimination dans la mort. Cependant, il y a la communauté Oué qui a fait l'épuration, qui a été l'objet d'une épuration ethnique, ça c'est sûr, tout le monde le reconnaît. Donc la majorité des victimes étant Oué, nous aussi, on doit rendre hommage à ces gens-là et ensuite s'occuper des survivants. Puisqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout à l'ouest, toutes les familles autochtones qui sont originaires de l'ouest sont en errance. Beaucoup, pour la plupart, sont dans les camps de réfugiés sur leur propre terre. Leurs maisons sont occupées, les terres aussi. Ils ne peuvent pas aller dans leurs champs. Donc, ils tendent la main. Les organisations qui apportaient à manger, tout ce monde-là aujourd'hui est à bout de souffle, il n'y a plus rien. Donc, aller vers eux, un maximum de moyens pour leur apporter un peu de soulagement. Avant que de passer au thème qui nous préoccupe ce jour, je voudrais vous laisser le soin de réagir lorsque vous entendez que là, aujourd'hui, le Mali, il y a eu la Côte d'Ivoire et alors ça fait le tour. Hein, en Afrique, on dit que les malheurs n'habitent pas que dans une seule case. Ils rendent visite à tout le monde. Est-ce que vous vous retrouvez dans tous ces engagements de femmes qui essayent de faire des choses en faveur de ceci ou de cela? Bien entendu. Oui. Bien entendu. Action sur le terrain, nous, Kénédougou, nous n'y sommes pas, c'est vrai. Mais de cœur, nous apportons ce que nous pouvons au pays, à commencer par les nôtres, la famille. Et vous savez que toute l'immigration, la diaspora, c'est la puissance économique de ceux qui sont sur place. Voilà. Pour en revenir à ces jeunes, dans la manifestation de dimanche, je sais que vous avez à cœur aussi la scolarisation des filles. Alors, la scolarisation des filles. Que d'obstacles. Et l'histoire fait que les filles sont laissées pour compte pour des tas et des tas de raisons. Mais celle que j'indexe le plus, nous, maman, nous, les femmes, arrêtons de déscolariser nos filles pour aller les marier. Ce sont les mamans ou ce sont les parents? Vous savez très bien que ce flou anonyme qui s'appelle parents-famille, le moteur, bien des fois, c'est les mamans. Oui. Maman parce que vision à court terme, avec beaucoup de spéculation, et dans ce cas, mariage précoce, mariage arrangé, mais pourvu que. Ça, je dénonce. Et ça, j'implore enfin qu'on comprenne que ce n'est pas l'intérêt de l'individu, la personne qui s'appelle enfant, quand on l'instrumentalise de cette façon. J'ai un cas bien précis en tête. Nous avons 90 minutes d'émission, mesdames, pour parler de ces choses diverses. Et je voudrais donc que nous en venions à ce que je vous proposais, moi. Le thème officiel de la Journée internationale de la femme en 2012 est l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Et dans ces
tous ces thèmes, dans toutes ces thématiques-là, il y a un peu de ce que vous faites chacune de manière induite. Au moins, nous allons donc regarder, si vous êtes d'accord, un élément vidéo. C'est un film qui nous sera proposé tout à l'heure. Il a été réalisé par le bureau de ONU Femmes et le bureau des informations publiques en Côte d'Ivoire, donc pour rejoindre ce que vous faites, avec l'appui technique de la division du genre et de la FAO en Côte d'Ivoire. Ces films, et ce que font les institutions pour camper des situations, pour permettre à ceux qui sont bien trop loin de ces réalités-là de visualiser ce qui se fait. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour motiver chacun à s'engager sur le terrain? Pourquoi pas, mais sensibiliser les gens est une chose, mais apporter des solutions est une autre. Et oui, mais apporter des solutions si les gens ne sont pas sensibilisés, peut-être qu'on manque une escale. Moi, je peux vous dire que je suis sensibilisée, mais si je n'ai pas les moyens d'action, qu'est-ce que je fais? Alors ces moyens-là, parlons-en, que faut-il pour faire quelque chose? Ceux qui sont, je les remercie, ceux qui donnent cette initiative-là de motiver les gens pour qu'ils s'intéressent, qu'ils donnent les moyens derrière pour que ces gens-là, ces femmes qui sont allées voir, par exemple l'ONU Femmes, au lieu d'aller se contenter de faire un film, ils ne l'ont pas encore fait, ils ont été pour faire un film, qu'ils ont vu ces femmes-là qui agissent. S'il faut faire quelque chose, au lieu d'aller imaginer des dirigeants je ne sais où, aller directement trouver ces femmes-là et leur mettre les moyens à disposition pour qu'elles agissent. Mais la plupart du temps, les gens ne le font pas. Pour avoir un exemple, ils vont vers les sujets, mais quand il faut apporter des solutions, ils s'en vont dans des circuits obscurs qu'on ne comprend pas, ils déboursent des sous, et puis on ne voit jamais à quoi ça aboutit. C'est ça que je déplore. Votre avis sur l'engagement des organisations internationales sur les causes qui concernent les femmes notamment? C'est bien complexe. C'est bien complexe. Oui. Parce que de l'extérieur, venir indexer quelque chose, si ceux qui sont sur le terrain n'ont pas conscience de ce que l'on réfute, c'est difficile. Mais le moyen miraculeux pour faire avancer les choses, amenez-le-moi. J'aimerais. Ça se saurait? Voilà. Donc c'est par petites touches et chacun, selon son modeste moyen, sa modeste condition, on essaye d'impulser les choses quand même. Lorsque vous entendez qu'il faille convaincre, pas convaincre, mais plutôt accompagner l'autonomisation et la participation donc des femmes rurales, est-ce que pour vous c'est pertinent ou est-ce que vous avez le sentiment que du fait qu'elles sont des femmes rurales, on leur demande déjà beaucoup trop? Non, c'est très pertinent, mais demander trop, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont cette faculté et cette motivation de bien vouloir les aider et ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, il faut les responsabiliser, il faut les aider et il faut réagir comme il faut. Alors, en l'occurrence... Excusez-moi, pour aller faire ce film, ils n'ont pas eu besoin de passer par des gouvernements, des ceci, des cela. Il n'y a pas eu de protocole. Ils sont allés tout droit dans les communes concernées, les villages, pour rencontrer les sujets, pour montrer leur quotidien. Donc, quand il faut apporter une solution, on va vers ces sujets, on leur explique. Voilà, on était venu l'autre jour, on vous a montré, ça a sensibilisé plein de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles à votre cause. On veut bien vous aider. Bon, t'as ton pion, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Puisqu'elles ont dit, j'imagine, elles ont des projets. Donc, les accompagner dans ces projets-là, leur expliquer les tenants et les aboutissants pour qu'elles soient indépendantes comme ils le souhaitent. En l'occurrence, l'agence ONU Femmes est sur le terrain en Afrique de l'Ouest, notamment basée à Dakar, et donc travaille dans la sous-région. Ce n'est donc pas une institution qui viendrait d'ailleurs avec des préjugés, ne connaissant pas le terrain. C'est résolument, je crois que ça participe aussi de leur volonté que d'être sur le terrain et de savoir ce qui se passe au jour le jour. Oui. Mais je ne pense pas, enfin, je ne partage pas tout à fait cette idée d'ignorance totale du terrain. Oui. Parce que toutes ces institutions, quand elles viennent, elles s'appuient quand même sur l'organisation, l'administration qui est sur place. Oui, mais c'est là le problème. Oui, mais toujours est-il... C'est là le problème. Toujours est-il, il faut passer par quelqu'un pour atteindre quelqu'un d'autre. Oui. Donc,
cette organisation, cette structure qui est sur place, elle est incontournable. Seulement, faisons en sorte que cette structure qui est sur place, qu'elle joue effectivement son rôle et dans l'optique d'atteindre l'objectif et les cibles. Et c'est là où tout le problème est. Mais justement, et c'est cela, moi, je remets en cause. Moi, je remets en cause plutôt le fonctionnement du citoyen, où qu'il soit, et quel que soit son rôle. Oui. C'est celui-là que je mets en question. Oui, mais alors, ce citoyen dont on remet en cause. Par exemple, les femmes rurales, je n'ai pas encore vu le film, ces femmes-là qu'on est allé filmer dans leur quotidien, aller chercher de l'eau, des seaux sur la tête, machin, et qu'on passe par d'autres organismes. Une fois on est passé par un organisme sur place, ou bien des institutions sur place, qu'on a atteint le sujet, c'est ce sujet-là qui intéresse, c'est son quotidien qu'on veut améliorer. Moi, j'arrive aujourd'hui, par exemple, ce qu'on est en train de faire, l'appel que je suis en train de faire, j'espère que ça va entendre l'écho que j'escompte. Et si les gens me donnent ces moyens-là, j'ai dit oui, je vais aller voir les orphelins parce qu'ils sont dans des camps, ils n'ont rien à manger. Et qu'on me donne ces moyens-là, les gens vont venir, ils vont se cantonner à moi et me donner ces moyens. Et moi, si j'arrive sur place, au lieu d'aller dans le camp où se trouvent ces enfants-là, je vais encore faire intervenir Tatampion pour lui dire oui, il faut aller. Non, non. Vous dénoncez là la succession d'intermédiaires. Voilà, mais vous n'étant pas sur place, vous n'étant pas sur place, vous allez forcément donc avoir recours à des personnes qui sont sur place. Mais les personnes qui sont sur place, quand on délègue quelque chose à quelqu'un, ben, il faut le surveiller. C'est ça, il faut contrôler. Il y a un suivi. Voilà. Il ne suffit pas de donner, vous donnez pour un but bien précis. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous confiez à quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, il faut bien vérifier s'il a agi, s'il a fait ce qu'il faut. On se contente. C'est ce que vont se dire les personnes dont vous attendez une levée de fonds en faveur de l'action que vous voulez mener. Moi, ça fait depuis 10 ans, depuis 2003. À chaque fois, on fait des appels de fonds. On a déjà aménagé l'hôpital de Diokwe en 2004. On a envoyé une ambulance, on a envoyé des médicaments, on a envoyé des vivres, on a envoyé... Mais ceux qui nous donnent, qui nous envoient, ils nous exigent en retour des films et des témoignages. Donc, pendant la distribution sur le terrain, on filme. Tous ceux qui sont là, on partage tous les colis qu'on a envoyés et les bénéficiaires témoignent. Et on fait le film et on le renvoie. Là, au moins, il ne peut pas... Mais si il me donne tout ça et que je reviens, basta, je suis revenu. Mais tu es revenu, tu as fait quoi? Si depuis 10 ans, j'existe encore et que nous travaillons encore et à chaque fois qu'on appelle les gens et qu'ils viennent, c'est parce qu'ils savent que derrière, aller sur le site de l'ARDEF ou bien sur le Facebook, tout y est, les films, les photos, tout y est. Alors, je voudrais que vous puissiez commenter la déclaration de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, à l'endroit des femmes. Donc, lorsqu'ils ont décidé à l'ONU que le 8 mars, la thématique du 8 mars de cette année, je le rappelle, qu'est l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Il nous dit ceci: investissons dans les femmes rurales, éliminons les discriminations dont elles sont victimes en droit et en pratique, veillons à ce que les politiques répondent à leurs besoins, garantissons-leur le même accès aux ressources qu'aux hommes, aïe aïe aïe, et accordons-leur un rôle à jouer dans la prise de décision. Alors avant de voir le film, je voudrais que vous puissiez réagir à ce discours. Alors, pardon madame. Oui, chacune son tour s'il vous plaît. Participation à la prise de décision. Oui. Encore faut-il être formaté, j'insiste sur le mot formaté, donc l'éducation, la culture, la société, à savoir penser autonome, à savoir faire des choix tout seul et que ce ne soit pas des choix qu'on a fait pour vous. Alors, qui est ce on quand vous dites? Ce on, c'est la famille, c'est la société, c'est l'environnement, c'est tout ce que vous imaginez. Oui. Alors, quand vous n'êtes pas déjà psychologiquement autonome, vous pensez quoi? Vous décidez quoi? On pense pour vous, on décide pour vous. Vous n'avez qu'à suivre. Vous êtes l'outil du système. Donc, il faudrait commencer par favoriser donc l'autonomie de penser. L'autonomie de penser, l'autonomie économique, elle est censée exister, mais non.
Madame Keïvao, sur le contenu donc de ce que dit le secrétaire général. Sur le contenu de ce que dit monsieur le secrétaire général, ben, c'est comme, je n'avais pas entendu ça, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça que je remets en cause. Madame, ma collègue parle de l'autonomie des gens qu'on ne laisse pas penser. Bon, je ne sais pas, en Afrique, c'est très vaste. Les coutumes sont différentes, les us sont différents. Donc, elle parle d'un cas, peut-être au Mali, qui existe, que les femmes ne participent pas, qu'on n'envoie pas les filles à l'école, parce qu'elle disait tout à l'heure, les mamans refusaient à leurs filles d'aller à l'école pour les marier, parce qu'elles pensent à coûte. Alors, on va la laisser, s'il vous plaît, merci de préciser donc votre pensée sur ce point-là. C'est plus compliqué que ça. Bon, c'est plus compliqué que ça. Bon. Quand je dis déscolariser les filles, c'est-à-dire que la scolarité de la fille, d'abord déjà il y a les problèmes d'éducation sexuelle et autres qui font que combien de gamines sont enceintes à l'école? Alors c'est pas quelqu'un précisément qui a dit il va faire ce qu'il faut pour être enceinte, non, mais c'est tout un système qui fait que d'abord l'information et l'interdit permanent. Alors, je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas aller loin dans ce mode de fonctionnement socio-culturel qui fait que, eh bien, ma foi, une fois que, par exemple, le cas des gamines en grossesse, vite, mariage, et puis on n'en parle plus. Et ça, ce n'est un secret pour personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, les coutumes sont différentes. À l'époque, peut-être que les filles prenaient des grossesses comme ça. Madame Keïvao, je vais vous poser la question à l'envers. Entendez-vous par là, voulez-vous dire, effectivement, comme dit Madame Niambélé, selon vous, n'y aurait-il plus aujourd'hui des filles qui soient concernées par la déscolarisation d'une part, il n'y aurait plus des femmes qui aient besoin qu'on les accompagne par des mesures comme celle-ci d'autre part? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Oui. Ce que je suis en train de dire, que Madame dit que les mamans, elles sont pour la plupart responsables de la déscolarisation des enfants. Je dis non, c'est pas partout pareil. Et même si c'est fréquent, c'est peut-être un maillon parmi tant d'autres de la société. Mais est-ce à cela qu'il faut laisser? Aujourd'hui, dans les pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation est au même stade que ce soit garçon comme fille, mais selon les régions. Vous voyez, au sud, par exemple, tout le monde va à l'école. Alors, et celles des régions pour lesquelles ça n'est pas le cas? Celles des régions, le plus souvent, pas pour faire de la discrimination, mais c'est dans la conception musulmane, par exemple. Madame, ne minimisez pas mon propos. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas minimisé votre propos parce que quand elle dit que les mamans n'ont pas accès à la décision, je dis non. Je dis non, c'est pas toutes les mamans. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend peut-être des régions. Madame Keïvao, ce que je veux dire, par rapport à ce que M. Banki a dit. C'était la question et vous avez réagi plus tôt pour que Madame. Et ma question était, quelle est votre réaction? Nous en reviendrons dessus à Madame Niambélé. Quelle est votre réaction par rapport au contenu de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies à l'endroit des femmes rurales, notamment déclaration, quelques extraits que je venais de vous lire. Voilà. Quel est votre point de vue? Par rapport à ça, c'est ce que je disais dans ma première intervention en disant, quand on prend des mesures, il faut prendre les dispositions qui les accompagnent. Ces femmes-là, on parle de décision, on parle d'autonomie, mais il faudrait qu'on leur donne les moyens pour qu'elles soient autonomes. Et on nous dit d'un côté, elles doivent faire partie des décisionnaires, elles doivent faire ceci, elles doivent faire cela, il faut les accompagner. Et on ne va pas vers elles directement pour identifier leurs besoins. On s'imagine quelque part que oui, aujourd'hui, Keïvao, parce qu'elle vit dans tel contexte, elle aurait besoin de ça. Sans savoir... Mais est-ce que vous avez le sentiment que ces institutions, associations et autres ne donnent que des directives et ne font absolument rien du tout? Oui. Très bien. Nous allons prendre Madame à Bordeaux et ensuite Madame Niambélé, je vous demanderai de réagir. Bonjour Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lydie. Vous avez la parole. Oui, je voudrais aborder à peu près à ce qu'a dit les deux dames. Oui. Mais pour les dames qu'elles parlent, les femmes rurales, pour les femmes rurales, est-ce que ces dames-là, avant de commencer, il faudrait
qu'elle laisse d'abord, qu'elle forme d'abord un bureau exécutif. C'est ce que je dis. Au centre, dans leur préfecture, d'abord dans la capitale. Après la capitale, ils vont former ce que c'est un bureau exécutif, une présidente adjointe, une secrétaire, conseillère, protocole. Ces femmes-là sont en place déjà. C'est à ces femmes d'envoyer une conseillère dans chaque préfecture, dans chaque sous-préfecture, pour aller former les autres femmes rurales. Voilà. Pour que tout aille très très bien. Mais c'est comme la dame qui avait dit qu'on m'envoie ça, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. Non! Dans le pays, c'est pas un seul bras qui peut travailler. Voilà. Il faut vous associer. Hein? Restez ensemble. Et les conseillères que vous avez votées, ce sont les conseillères qui vont aller dans les préfectures ou dans les centres ruraux et puis aller voir les autres dames, voyez ceci, faites cela. Nous, à Bangui, on a fait ce bureau, on est obligé d'envoyer les femmes au Sénégal pour faire les bassins, pour faire ceci. Mais ce qu'elles disent, il faudrait qu'elles mettent leur bureau en place. Merci, merci madame pour votre appel avec une précision. Nous avons donc effectivement deux invités sur le plateau qui n'appartiennent pas du tout à la même structure associative. Cependant, elles sont chacune respectivement engagées sur des fronts différents. Et nous, ce que nous retenons, c'est le dénominateur commun de leur engagement, la dimension des femmes qu'elles sont et de celle des femmes qui bénéficient, femmes, jeunes filles ou petites filles, de ces actions-là, même s'il est vrai que les petits garçons et les hommes, par ricochet, vont en être bénéficiaires. Je voudrais donc, Madame Niambela, en revenir sur ce que vous vouliez nous faire passer comme message. Vous n'étiez pas d'accord avec Madame. Nous vous écoutons. Je ne partage pas du tout votre point de vue parce que toutes ces institutions, elles ne viennent pas de but en blanc proposer quelque chose. Non, il y a un travail en amont qui est quand même assez conséquent. C'est d'aller justement recenser les besoins, même ceux dont, sur place, les locaux n'ont pas forcément conscience. Ce travail en amont, moi je veux le saluer, moi je ne veux pas l'occulter, je ne veux pas le nier. Il existe et il est le fondement de l'action en bout de chaîne que vous dites, vous croyez, ils viennent comme ça, de but en blanc, ils ne se passent pas par... Je ne partage pas ce point de vue. Pas complètement. Madame Bonneuil, bonjour, vous avez la parole. Nous vous écoutons, madame. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Madame Keira, s'il vous plaît. Oui, madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, madame, allez-y. Oui, bon, je voudrais dire déjà merci à nos mamans qui sont présentes sur le plateau, de voir leur motivation déjà qu'elles ont de pouvoir nous aider du côté de l'Afrique. Et je reviens à ce qu'elle a dit, la mamie présidente, je dis mamie parce que je sais que la personne qui était l'interlocuteur d'avant, c'était une maman. Donc la mamie précédente a donné une initiative qui est vraiment cohérente et c'est ce qu'il faut vraiment pour pouvoir avancer un projet au pays. Et l'autre côté de la chose, comme elle a dit l'autre intervenant, il faut qu'on arrête d'aller voir tant pis de gauche à droite pour pouvoir donner les dons. Aujourd'hui, on a compris que quand on donne les dons à Paul, ils arrivent aux frères de Paul et à la famille de Paul. Donc il y a des gens qui ont des besoins sur place. Quand on crée une association, il faut les donner sur place. Moi, je n'ai pas une association, mais j'ai une aide que je donne à la communauté que j'ai où vit ma mère au Cameroun. Quand je ramène des choses, je donne à ces personnes-là qui sont dans le besoin sur place. Je ne vais pas voir le maire, le sous-préfet, le machin. Ça n'arrive jamais à destination. Quand on veut donner quelque chose, on donne à celui qui a besoin, il saura l'apprécier. Quand on va donner à quelqu'un, il ne l'appréciera pas. C'est pas évident. Donc, merci. Faire un comité, comme elle a dit la mamie tout à l'heure, et comme ça, on travaille en comité, on sait les besoins de chacun, on sait avoir des critères, on sait avoir des demandes. Merci madame pour cet appel. Bonne continuation. Alors, hommage aux femmes rurales. Parlons donc des réalités de ces femmes rurales, indépendamment du regard d'un tel et d'un tel autre tartampion. Comme vous disiez si bien, vous, nommément en tant qu'association, j'entends, quel accompagnement pourriez-vous proposer aux femmes rurales là où vous travaillez à Djokwe? À Djokwe, par exemple, avant les élections, j'étais partie en août 2010.
Et j'ai fait une réunion avec chaque village. J'ai convoqué le chef du village pour ne pas l'ignorer, le chef des jeunes et le président des femmes. Par chaque village, j'ai organisé un déjeuner-débat et notre groupe, on a recensé leurs besoins. Voilà. En tant qu'organisation de femmes, de quoi avez-vous besoin? Votre coopérative, vous voulez faire quoi? On a recensé plusieurs projets, ceux qui voulaient faire de l'élevage, ceux qui voulaient faire du commerce, ceux qui voulaient faire ceci et cela. Donc tous ces projets-là, on était venus avec pour savoir, pour ne pas agir dans le vide, et on était venu pour prospecter justement auprès des organisations, pour leur dire, voilà, au lieu que vous alliez sur un terrain que souvent vous ne connaissez pas, nous, on est partis, voilà ce qu'on a trouvé. Et quand on est revenu avec ces sujets-là, j'ai écrit à plusieurs organisations, bon, malheureusement, je n'ai pas encore eu de suite, et la plus grosse déception, c'est que les élections dont on espérait transparentes et mettre fin au calvaire des Ivoiriens ont encore empiré la situation, et aujourd'hui on se retrouve avec toutes les familles, toutes ces personnes en exil, on ne sait même pas où ils sont, on ne sait pas aujourd'hui qui est mort, qui est en vie et où il est. Ils ont dévasté tout, ils sont dans la nature, pour la plupart ils sont dans des camps à travers le département. Donc en attendant le retour de chacun, pour qu'on retourne encore faire un recensement, on fait cet appel pour déjà apporter les besoins de première nécessité à ceux qui sont sur place dans les camps, mais malheureusement beaucoup sont en errance et on ne sait pas encore jusque-là qu'est-ce qui se passe. D'une actualité à une autre, le Mali aujourd'hui, des femmes il y en a partout, des femmes rurales aussi, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui où il y a, rappelons-le, donc ce putsch le 22 avril et qu'au nord du Mali il fait très chaud, j'entends en termes d'atmosphère, ça n'est pas la grosse quiétude. Les femmes et les femmes rurales notamment, comment pouvoir les accompagner? Qui va identifier les besoins qui sont les leurs? Qu'en est-il à votre avis? Déjà, le contexte ne permet pas cette prospection. Oui. Voilà, déjà. Mais il y a beaucoup d'organisations féminines sur place. Donc, encore une fois, vous avez dit, vous êtes allé voir le chef du village, vous avez fait réunion. Madame, chacune son tour, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai écouté jusqu'au bout. Donc, ça ne fait que confirmer mon propos. On s'appuie sur un minimum d'organisation qui est sur place. Vous, c'est le chef de village que vous avez contacté, vous avez réuni. Oui, toujours est-il que c'est s'appuyer sur l'organisation existante. Qu'elle s'appelle villageoise, qu'elle s'appelle gouvernementale, qu'elle s'appelle tout ce que vous voulez, c'est quand même s'appuyer sur eux. Et en même temps, cet accompagnement, les prendre par la main ou aller le constater soi-même, c'est la prospection, c'est recenser les besoins. Alors, mon association, nous avons voulu pour l'éducation. Moi, je suis allée passer tout un après-midi dans un établissement scolaire, toute la bibliothèque, avec le personnel sur place. On a revu tout ça, recenser les besoins. Mais dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, j'ai dû dire le 22 avril, j'entendais le 22 mars, pour parler du putsch au Mali, est-ce que vous pensez que d'aucuns ont le temps et aller s'occuper des femmes rurales d'abord? Quand il y a le feu, sauf qui peut. Oui. Donc, c'est chacun à son niveau. Le déversement de tous les réfugiés partout, quoi faire d'autre? Sur place. Mais quand, au nom de association ou d'un groupe quelconque de la diaspora, on peut apporter l'aide qu'il faut déjà apporter à manger et tous ceux qui sont dans le besoin, comme vous dites, c'est tout ce qu'on peut faire. Nous allons donc regarder la première partie de cet élément magnéto tant annoncé. Je le rappelle, un film qui a été réalisé par le Bureau Pays ONU Femmes et le Bureau des informations publiques ONUCI en Côte d'Ivoire, avec l'appui technique de la division du genre et de la FAO en Côte d'Ivoire. Notre ligne reste ouverte. Regardez avec nous, à tout de suite.
Voici en quoi consiste la vie quotidienne des femmes rurales. Selon les informations recueillies par ONU Femmes, elles constituent un quart de la population mondiale des femmes. Les femmes rurales travaillent énormément. Les enquêtes indiquent d'ailleurs qu'une paysanne travaille en moyenne 16 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7, et donc tous les jours de la semaine. Au plan de la sécurité alimentaire, ces femmes assurent d'une part la production et détiennent également les clés de la distribution des denrées, notamment dans le secteur vivrier. Au plus fort de la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire, dont les femmes rurales ont le plus souffert, elles sont parvenues à force d'efforts à se mobiliser, à approvisionner les marchés en produits vivriers qui étaient nécessaires non seulement à la survie de la famille, mais également à celle de toute la communauté. Nous avons accepté de nous regrouper parce que vous savez, l'union fait la force. Et actuellement, nous travaillons sur cette filière. Les fruits et légumes, les tubercules, les céréales, la viande et poisson, la banane, le riz et le manioc. Nous sommes mis ensemble pour pouvoir aider nos enfants et nos maris. La crise post-électorale qu'a traversée la Côte d'Ivoire a vu l'apparition des réfugiés de guerre et même dans cette situation précaire, les femmes rurales ont parfois donné l'exemple en exerçant de petites activités génératrices de revenus qui étaient nécessaires à leurs besoins. Ce travail nous donne de l'argent, ça nous permet même de nous prendre en charge. Et nous, à notre tour, quand nous les redistribuons, nous avons quelque chose où à la fin de chaque mois, nous puissions nous faire un salaire pour pouvoir vraiment nous subvenir à nos besoins. Pour ces femmes, c'est surtout et aussi une manière de s'affranchir de la pauvreté et de lutter contre la faim, mais également de contribuer à la réconciliation nationale et à la paix. Mes sœurs qui sont encore assises dans leur maison en train de pleurer, venez nous voir et dans les autres communes, elles n'ont qu'à se retrouver. C'est ensemble qu'on pourra se donner des idées, c'est ensemble qu'on pourra se pardonner mutuellement. Souvent impressionnés par la capacité de travail et d'adaptation de ces femmes déplacées, certains responsables de marchés vivriers ne tarissent pas d'éloges à leur égard et n'hésitent plus aujourd'hui à se faire leur porte-parole, multipliant ainsi les appels à l'aide en leur faveur. Avec son groupe, j'ai vu qu'elle travaille comme plus qu'un garçon. Elle travaille bien, elle est intelligente. Il peut travailler pour qu'un garçon parce qu'il travaille le matin jusqu'au soir. Elle est avec moi. Je ne vais même pas qu'elle quitte ce mois encore de retourner à Boaké. Aider les femmes parce qu'il y a des femmes maintenant qui travaillent plus que les garçons. Donc je demande au gouvernement, je demande à tous les responsables d'aider les femmes de Côte d'Ivoire. Malgré cette large contribution des femmes rurales au développement économique et social de leur pays, elles ne tirent pas vraiment grand profit des avantages du développement dont elles sont les actrices principales. Et pourtant, les femmes rurales peuvent décemment gagner leur vie. Il s'agit surtout de s'y mettre avec une bonne organisation, une bonne gestion rationnelle de l'exploitation. Que les femmes ont compris et actuellement, avec la situation que le pays vit, personne ne veut être seul pour ne pas être en reste. Et nous sommes regroupés pour surmonter nos problèmes et aussi diminuer nos problèmes afin de pouvoir subvenir à nos besoins, aider nos maris, aider nos enfants à s'épanouir. Nos élevages nous apportent beaucoup. Bon, les femmes ont des bénéfices sur leur élevage. En même temps, notre groupement aussi, avec cette guerre qui est venue, on a profité pour aider aussi nos sœurs qui sont réfugiées. L'information et la formation s'avèrent utiles à plus d'un titre pour les femmes rurales qui ont plus que jamais compris l'urgence de se regrouper et de partager leurs expériences. On ne finit jamais d'apprendre. La preuve en est que les poids, j'ai fait la formation plusieurs fois, mais à chaque fois j'ai un plus dessus. Donc ça c'est un, et de deux aussi, je voulais vraiment dire que ça nous donne vraiment des fonds aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, bon, toutes celles qui élèvent des porcs, il n'y a pas une qui se lève le matin, qui tend la main pour avoir son petit déjeuner ou donner le déjeuner à ses enfants. Nous souhaiterons qu'on nous donne des outils de production, qu'on nous aide concrètement et que ce ne soit pas des petits aides, afin que chaque fois nous venons tendre encore la main au gouvernement. Nous allons nous prendre en charge à partir de ce moment. Retour plateau dans Lady vous écoute après cette
extrait, ce premier extrait du film réalisé par le Bureau Pays ONU Femmes et le Bureau des informations publiques ONUCI en Côte d'Ivoire. ONU Femmes, je le rappelle, qui a son siège dans la sous-région à Dakar précisément. Et donc, c'est l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de la promotion des femmes. Et bien sûr, si vous prenez cette émission en cours, la thématique du 8 mars cette année, c'était l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté. Quelques images que vous avez commencé à voir sur ce plateau. Deux invités, Hawa Nyambele, militante de l'association Kenedougou, et Martine Keivao, présidente de l'association Ardef. Je le rappelle, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais vous demander de commenter ce que vous avez vu, d'une part, en commençant déjà par votre point de vue sur ces organismes internationaux qui, là où ils sont, font ce qu'ils peuvent. Tout à l'heure, avant le film, vous nous disiez, mais ils ne connaissent peut-être pas le terrain, vous n'étiez pas tout à fait optimiste. Est-ce que ce que vous avez vu vous fait changer d'avis ou pas? Ce que j'avais dit en disant qu'ils ne connaissent pas le terrain, c'est par rapport à ce que le secrétaire général de l'ONU disait dans sa déclaration. Oui. Donc, j'ai dit, il faut être sur le terrain. Elle, déjà, ce film, ils sont allés tourner ce film parce que ces femmes-là existent depuis X temps. C'est ce que je disais tout à l'heure à madame. D'accord. Que ces femmes-là, quand elles disent qu'elles n'accèdent pas aux décisions, j'ai dit, c'est pas la même chose partout. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, les femmes sont toujours au devant des choses. Même quand elles ne sont pas en association, dans la famille, l'homme, il est dehors, il veut prendre une décision, toujours est-il qu'il consulte sa femme. Donc les femmes font partie des décisions. Mais ce que je reproche, c'est que il faut leur donner les moyens, comme elles le disent dans le film, pour que nous puissions nous-mêmes faire avancer l'économie. Parce que l'ONU, si ce n'est pas l'ONU qui les a organisés et qui leur a donné les moyens. Et ils ne s'en réclament pas, que les choses soient bien claires. Bien sûr. Donc, c'est un exemple qu'ils ont vu qui est très porteur. C'est pour ça qu'ils l'ont tourné, pour que tout le monde s'inspire de cette réalité-là. Donc, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savent que depuis fort longtemps, ils n'avaient pas ce système-là en main, ils n'avaient pas cette connaissance-là. L'ONU existe en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Donc, après 10 ans de séjour sur le terrain, ils ont quand même pu s'imprégner de la réalité des Ivoiriens et que, voilà. Donc c'est là qu'ils ont su que ce n'est pas en passant par ceci, en faisant cela, qu'on va y arriver. Il faut aller vers les sujets et qu'il y a des gens, quand elles parlent d'organisations qui existent, ce n'est pas une organisation gouvernementale. Elles se sont mises en petits groupes, comme je le disais. Quand on arrive dans un village, il y a une coopérative, à Nader ou ceci ou cela. Il y a toujours les femmes quelque part, elles sont là. C'est elles qui tiennent l'économie aujourd'hui. Donc elles sont déjà sur le terrain avant qu'on s'inspire. C'est un exemple inspiré de la réalité des femmes ivoiriennes qu'on est en train de montrer là. Donc elles n'ont pas attendu. Elles ont juste besoin de moyens pour Madame Keivao. Alors Madame Nyambele, votre commentaire sur ce que vous avez vu? Moi, mon commentaire, je ne parle pas de l'initiative de l'organisation. Là, en l'occurrence, comme vous dites si bien, l'organisation existait déjà. Donc, on est venu s'intéresser à l'organisation pour apporter les moyens et aller mieux, aller de l'avant. Moi, mon propos, c'est juste à ce niveau, c'est pas qui a l'initiative ou pas, que ça existe et qu'on accompagne, tant mieux, et c'est ce qu'il faut. Quand ça n'existe pas et qu'on a quand même prospecté et qu'on a compris et décelé la nécessité et on fait ce qu'il faut pour l'amélioration de la situation. Donc, moi, cette dynamique-là, je veux revendiquer cela, je veux la respecter, je veux la saluer et je ne dis pas « c'est pas bon ». C'est pas mon propos. Je n'ai pas dit ça non plus. Voilà. Je n'ai pas dit cela non plus. L'organisation existe, je suis d'accord, et il y a pléthore d'organisations, il y a pléthore de petites organisations. Donc, ces institutions-là, appelez-les extérieures ou autres, en tout cas, ces aides-là, ces accompagnements-là, ces accompagnements, quand ils viennent, c'est quand même prêter main forte.
Je dis pas voilà. 01 45 55 76 87. Donnez-nous votre point de vue sur ce que vous avez vu, ces images qui certainement vous rappellent non pas de vieux souvenirs, mais une réalité dont on est un peu loin quand on est dans son petit confort à l'occidental ou même seulement, même si on est en Afrique, en zone urbaine. On occulte complètement le travail de terrain, le travail sans relâche que font ces femmes-là. On trouve même normal qu'on achète des oranges sur le marché en ville et puis qu'on marchande en oubliant complètement que derrière ce prix que l'on voudrait avoir à bas prix alors qu'on achèterait des sacs à main griffés très très chers sans marchander qui plus est, on oublie que ce sont le travail de femmes, ce sont des femmes qui se sont levées à des heures très tôt, qui ont travaillé le bébé dans le ventre, un autre sur le dos, le panier sur la tête, et je ne voudrais pas faire de misérabilisme, mais tout de même, ce qu'elles réalisent là, c'est une leçon de vie. Alors, si vous deviez apporter donc, vous, des solutions une fois qu'on a rendu visible ce qu'elles font, parce que je crois que le travail aussi des institutions et des associations, toute la société civile, c'est un travail de chaîne et de relais. Chacun fait ce qu'il peut avec ses compétences là où il est et charge à chacun d'ajouter quelque chose. Donc là, au regard de ce que vous avez entendu, que pensez-vous qu'il leur faille à ces femmes? Elles l'ont dit d'ailleurs, comment le leur apporter? Elles l'ont dit, elles ont besoin d'aide. Donc, qu'on aille vers elles. Et si je vous pose la question, c'est parce que je le rappelle, vous êtes donc de la Côte d'Ivoire et ce film a été tourné. Oui, bien sûr. Je connais même les acteurs. Parmi, je vois cette dame-là, je la connais très bien. Donc, moi, ces femmes-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut aider, c'est vers ces organisations-là qu'il faut aller. Et que, comme ils ont dit, leurs besoins sont déjà là. Et il faut leur donner les moyens pour les améliorer. Donc, ça ne sert à rien de passer par oui, j'arrive dans un pays, il faut aller voir ceci, il faut... bon, voilà. Donc, il faut aller vers le sujet directement. Madame à Paris, bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui, je vous remercie pour toute cette émission. On l'a dit, je voulais intervenir souvent, mais c'est la première fois que je suis là. Bon, je suis très contente qu'elle ait pu porter cette parole-là sur le plateau, ma compatriote Keivao, que je connais, je m'appelle Madame Bakra. Alors, les femmes de l'Ouest, elles ont été démunies après la guerre. Et cette intervention, je crois qu'elle a fait des codes pour que ça apporte quelque chose à toutes ces dames-là, qui sont déjà autonomes, battantes. Surtout la femme de l'Ouest qui a tout perdu pendant cette guerre-là, elle veut avoir encore son autonomie, garder, comme on appelle ça, sa dignité. Et la dame, les femmes en Afrique aujourd'hui en général, ou bien en Côte d'Ivoire, sans le travail, sans faire quelque chose, elles n'ont pas leur dignité. Vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis d'elles-mêmes. Et que la guerre seulement n'emporte pas tout, il faut qu'après la guerre qu'on prenne conseil. Donc je remercie Gaïbao pour tout ce qu'elle fait. Et on va essayer toutes pour y mettre, comment dire, de notre machin, pour apporter le nécessaire qu'il faut. Il ne serait que 5 € ou 10 €, et qu'on leur donne directement à ces dames-là qui ont perdu épargne, et culottes, et tout. Et les enfants et tout, et jusqu'au présent qu'on ne retrouve pas encore les enfants, qui sont morts dans les puits, qui sont morts partout, qui ont disparu. Je parle en tant que femme, ouais. On connaît la souffrance, et qu'elles reprennent la dignité qu'elles avaient avant, la battante femme, ouais, la battante, la femme de l'Ouest, surtout, et toutes les femmes sur le territoire, qu'elles soient abourées partout. Et nous pleurons encore, mais on ne va pas continuer de pleurer, il faut continuer de se battre. Et je remercie Keïbao, c'est Marie-Louise Bakra, et qu'on avance. Voilà. Merci toutes les femmes africaines. Merci pour votre intervention. Notre livre reste donc ouvert. Nous allons visionner le deuxième élément de ce film dans un petit moment. Mais avant cela, je voudrais encore pour revenir au Mali. On dit souvent qu'on voit ce qui s'est passé dans la maison d'à côté et on prend acte pour lorsque la foudre nous tombe sur la tête. Aujourd'hui, faudrait-il commencer déjà à anticiper ce que l'on sait quand il y a une situation de crise dans un pays. On sait qu'il y a des populations déplacées. On sait que les femmes paient un lourd tribut à toutes ces situations de crise, et au regard de ce que l'on sait déjà, on a vu le Rwanda, on a vu la Côte d'Ivoire, on en a vu d'autres, comment pourrait-on aujourd'hui imaginer une réaction par anticipation, puisqu'on n'est plus tout à fait surpris finalement? La réaction par anticipation, ça passe par l'éducation, oui, à mon avis. Oui. Malheureusement, l'éducation
Pour ne parler que du Mali, chacun sait à quel niveau elle est aujourd'hui. Malheureusement. Alors, les conditions qui ramènent à cela, elles sont nombreuses et encore une fois, bien complexes. Bien complexes. Alors, le remède, il est où? Qui a la recette? Je ne sais pas. Mais la scolarisation, filles ou garçons, mais j'insiste beaucoup pour celle des filles, oui. Puisque, bon, elles ont été beaucoup en retard. Déjà, la scolarisation et que l'éducation soit de qualité. Elle ne l'est pas pour le moment, hélas. Et l'analphabétisme gagne du terrain de manière phénoménale au Mali. Aujourd'hui, il y a plus d'analphabètes qu'il y en avait, par exemple, dans les années 60. Ce qui est assez étonnant. Alors, pourquoi, comment, si on s'interrogeait là-dessus? Déjà. Paradoxal, comme dirait quelqu'un. Nous allons y prendre Madame à Paris. Bonjour. Allô? Bonjour, Madame. Bonjour, je vous appelle, c'était pour dire aussi, il n'y a pas que ça, le problème, il y a aussi les enfants, ils sont vraiment devenus insupportables, il n'y a plus de respect. C'est comme les dons, on envoie les dons, c'est pas les personnes qui doivent les recevoir, c'est pas eux qui l'ont, c'est les plus riches qui le partagent entre eux. Et ça, je trouve vraiment, c'est inacceptable. Les riches, ils s'en mêlent encore plus sur dans leur famille, et les pauvres, ils n'ont rien, alors que c'est fait pour les moins, ceux qui ont moins. Ceux qui sont dans le besoin. Des réactions par rapport aux images que vous avez vues dans ce film? Bon, franchement, les femmes, ils font beaucoup, mais ils ne sont pas respectés et c'est pas reconnu non plus. Alors. Avant d'arriver ici, j'ai fait un peu tout. Je suis là aujourd'hui, j'ai fait un peu pour ma famille. Et je me bats encore pour ma famille, mais... Quel est votre pays d'origine, madame? Le Mali. Oui. Le Mali. Merci. Parce que je viens d'une famille de 11 enfants. Oui. Bon. Et j'ai fait tout ce que je peux pour ma famille. J'ai construit pour ma famille, j'aide ma famille, mais les problèmes, nous, on ne s'en sort pas ici, eux, ils s'en sortent pas là-bas. Et les femmes, et eux aussi, surtout l'éducation aujourd'hui, est devenue nulle. Voilà. Avec ceux qui veulent, ils veulent imiter les Européens. Et ça, c'est vraiment, je ne comprends pas. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Moi, j'ai 40 ans, 41 ans. J'ai été éduquée, la façon dont j'ai été éduquée, je ne regrette pas du tout. Parce que c'est grâce à ça, aujourd'hui, j'aide ma famille. Et aujourd'hui, il n'y a plus, personne n'aime plus personne. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Tout se fracasse en morceaux. Il n'y a plus rien. On veut imiter les Européens. Et je suis désolée, ça ne marche pas. Merci madame pour votre appel. Alors, retour au village en images, deuxième partie de ce film que nous a gracieusement envoyé ONU Femmes. Regardez avec nous, à tout de suite. À travers de tels regroupements que les femmes acquièrent une certaine aptitude professionnelle, notamment l'esprit d'équipe et d'entreprise en toute situation, même dans l'accomplissement de certains travaux, jusque-là traditionnellement réservés aux hommes. Deux fois quand on vient dans notre ferme, que le mur tombe, nous-mêmes, on se débrouille pour faire monter, on pèse ciment, on mouille comme les garçons. Parce qu'on veut que notre activité là, ça n'a qu'à marcher. Donc nous-mêmes, on se débrouille pour faire monter les briques, pour mouiller ciment. Il y a d'autres qui mouillent ciment, il y a d'autres qui prennent l'eau, il y a d'autres qui prennent briques. On se débrouille et puis on monte. L'expérience démontre que les femmes rurales, au même titre que les hommes, savent se mobiliser et s'organiser, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes qui les touchent directement. Elles sont capables d'identifier leurs besoins et de trouver des solutions à leurs préoccupations et surtout de s'entraider en situation difficile. On a reçu les déplacés parce que les déplacés, ce sont nos sœurs, nos frères. Avant, nous-mêmes, on était vers Sakassou là-bas. C'est un bébé qui nous a déménagé et puis nous sommes venus ici.
Voilà pourquoi quand nos sœurs sont déplacées pour venir ici, et puis on les a reçues. On leur donne les médicaments, on leur donne les portions pour travailler. Avant qu'ils n'ont pas encore travaillé, fait champ, on leur donne à manger. On leur donne nourriture. S'ils sont malades, on les soigne. Parce que ce sont nos sœurs. On ne peut pas les laisser mourir. Si l'État ne les a pas regardés, ce sont nos sœurs, on ne peut pas les abandonner. En effet, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, les femmes déplacées de guerre ont pu être accueillies, adoptées, intégrées dans la plupart des activités socio-économiques des localités hôtes qui les ont accueillies. Pagueux dit que, en tout cas, quand elle est venue, les gens les ont reçus. Les gens d'Akoyobo les ont reçus, surtout les femmes les ont reçus. Il faut voir les travaux qu'elle a fait là. Elle a fait champ de riz, elle a fait champ de manioc, tomates, riz, igname, tout ça là, c'est pour elle. Parce qu'elle ne peut pas laisser bras croisés. C'est pour cela qu'elle a fait ça. Donc en tout cas, quand en venant, ils ont peur. Elle ne savait pas qu'elle arrivait ici, elle peut faire ça. Donc elle a pu travailler, mais elle a envie de se retourner. Sapia est un village situé aux environs de la ville de Daloa. Ici, les femmes ont compris qu'elles peuvent contribuer à la survie de la famille en produisant du riz, qui est l'aliment de base des populations de la région. Ainsi, elles se sont organisées au sein de groupements pour produire le riz en quantité, et cela non seulement pour subvenir aux besoins de la famille, mais également pallier toute éventualité de pénurie. Je m'adresse de Sapia qui signifie avoir un caractère, se ressaisir, se faire confiance mutuellement, en un seul mot, y mettre le cœur pour travailler. Nous cultivons le riz. On a fait 3 hectares cette année, 450 bottes. 3 tonnes. À l'époque, c'est le mari qui travaillait. La femme est assise au village et le mari travaille. Donc, on a trouvé utile d'aider nos maris et nous-mêmes pour se prendre en charge. Et c'est qu'on fait aussi, on nourrit nos enfants qui sont à l'école, la cantine scolaire. Véritables chevilles ouvrières du développement rural dans son ensemble, les femmes méritent d'être soutenues dans leur combat pour leur promotion économique et sociale. Nous, on veut travailler. Et j'attire maintenant l'attention des autorités pour nous aider. Nous, les femmes même, on prend notre pauvre argent, on prend les machettes, on vient, on défriche nos champs. Si vous pouvez nous aider. La part importante que prennent ces femmes dans la vie socio-économique du secteur rural n'est plus à démontrer. Leur mérite est de plus en plus reconnu par les hommes, jadis sceptiques, quant à la capacité des femmes à se prendre en charge. Bon, au départ, nous avons douté parce qu'on se demandait qu'est-ce que les femmes peuvent faire. Mais après, nous avons vu que leur travail est bien fait et je pense que nous devrons les soutenir dans leur travail parce qu'à la fin de leur séance de travail, elles ont un peu de moyens, elles vont épargner et elles distribuent aussi. Et ce matin même, le chef du village même a dit avec son notable à l'église d'encourager les femmes, de les encourager pour que le travail marche. Ceux qui ont les terres là, de leur céder quelques parcelles pour qu'elles puissent bien travailler. Les femmes ici, comme partout ailleurs, veulent s'organiser et produire davantage. Le seul obstacle à ce défi reste l'accès à la terre. Le problème de la terre, là, c'est ça en tout cas, ça nous inquiète. Parce qu'on ne trouve pas la terre. Où tu t'en vas couper, on dit c'est pour moi. Où tu vas ici, on dit c'est pour moi. Il faut payer. Oh, nous aussi, on n'a pas assez d'argent pour payer ça, pour faire les vivriers là. On a envie de faire travail. Hier comme aujourd'hui, les femmes rurales ont toujours essayé de se regrouper et de travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Seules, elles n'y arrivent pas et c'est souvent faute de moyens matériels et financiers. Toute femme a un problème, mais la femme du milieu rural a plus de problèmes que les femmes en milieu urbain. Je dis ça parce que je sais, je vis. Même l'eau pour l'avoir, pour boire, c'est un problème pour la femme rurale. Elle se lève matin, elle va au champ. Elle revient à 18h. Elle est la dernière à se coucher à 22h30. Et tout ça là, il faut nous aider pour pouvoir les aider pour le développement de la femme rurale. Parce que tout passe par la femme rurale. Le développement socio-économique en milieu rural ne peut se faire sans les femmes. Il ne reste qu'à les soutenir dans leurs efforts et c'est l'affaire de tout le monde, hommes, femmes, gouvernants, partenaires au développement. Parce qu'aider les femmes rurales à s'organiser et à se prendre en charge, n'est-ce pas contribuer à la promotion du monde rural, facteur incontournable du progrès et de la cohésion sociale. Aussi, c'est au travers de tels regroupements que les...
Retour sur notre plateau, alors que les femmes rurales dans ce film qu'a réalisé ONU Femmes n'est pas un cliché, nous montre des femmes en dehors du misérabilisme, des femmes qui en veulent, des femmes qui peuvent, et même les hommes le disent, les femmes on pensait qu'elles ne pouvaient pas, comme vous disiez tout à l'heure, on dit en Côte d'Ivoire une femme simple, c'est-à-dire c'est juste une femme, une simple femme. Nous allons partir en Allemagne, écoutez madame qui nous attend depuis un moment déjà, bonjour. Bonjour, j'aimerais intervenir. Oui. Par rapport à l'émission d'aujourd'hui, par rapport au thème que vous avez abordé, je trouve cela vraiment très intéressant. Et comme vous l'avez dit, c'est parfois des réalités qu'on pense lointaines, mais ne sont pas lointaines pour nous, quand on se retrouve dans notre petit confort ici à l'Occident. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai dit, peut-être qui m'a choqué. Quand nous avons vu les deux reportages, les deux éléments, ce sont des reportages de l'ONUC. Je pense que ça serait aussi bien, et surtout peut-être pour nous qui sommes à l'Occident, qui avons peut-être parfois plus des possibilités que ceux-là qui sont en Afrique, de pouvoir créer aussi une dynamique africaine pour les Africains. Parce que très souvent, quand on voit des organisations qui aident, on voit l'ONUC, on voit le PNUD, on voit l'ACR, c'est vrai, ce sont des gens qui essayent dans la mesure du possible d'apporter quelque chose, mais une dynamique africaine pour les Africaines. Parce que pour les Africains et pour les Africaines, pardon. Parce que je pense que pour aider l'autre, il ne faudrait pas nécessairement avoir des millions, mais il faudrait avoir la volonté. Et puis, il faudrait aussi que les structures soient établies. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais intervenir. Le deuxième point, je pense que cela est aussi très bien pour les femmes, puisque moi, je pense toujours que l'indépendance de la femme passe par son autonomie financière. Cela est vraiment très important et partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui me rend très triste, très souvent, ces mêmes femmes qui sont des femmes qui apportent à manger à la maison, qui sont des femmes qui gagnent de l'argent parfois pour leur famille, pour leur mari, pour leurs enfants et même pour la famille élargie, quand elles rentrent dans leur milieu, elles subissent encore, comment je peux dire, les sévices de nos traditions africaines. Moi, je suis africaine, j'aime bien nos traditions, mais dans nos traditions, il y a aussi des vices, et des vices que nous devons ôter. Très souvent, ces vices-là sont pratiqués par des femmes contre les femmes. C'est vrai, on parle très souvent... quand on parle de la liberté de la femme, on pointe très souvent les hommes des doigts, mais moi je pense que les personnes qu'on devait aussi prêter sur lesquelles on devait pointer les doigts, ce sont aussi nous-mêmes les femmes. Parce que très souvent, on aimerait faire vivre aux autres les mêmes déboires qu'on a peut-être nous-mêmes subis dans l'enfance, et je pense que cela doit changer. Ça ne passe pas tellement seulement par l'éducation ou bien la scolarité, mais aussi par la vulgarisation un peu d'autres valeurs. Merci madame. Merci pour votre intervention. Cadeau pour vous donc, les sévices de femmes aux femmes. Je rebondis sur le terme d'autres valeurs. Oui. Mais il est récurrent le discours permanent, je dirais même un gargarisme, parce que dès l'instant où on en arrive à cette considération culturelle qui s'appelle des valeurs, certaines qu'il faut remettre en cause, d'autres qu'il faut valoriser, mais en tout cas pour aller de l'avant, ça ne peut pas se faire sans changement. Or, la moindre velléité de vouloir remettre en question ce qu'on désigne valeur, eh ben, que d'entrave. Que d'entrave. À commencer par le fait, la femme, quand culturellement, permanemment, une femme c'est rien. Une simple femme, comme vous dites. Alors, dès l'instant où il y a ce message permanemment véhiculé et qui formate les cerveaux à intégrer cela et se dire « je ne suis rien », eh bien moi je dis non. Individu à part entière, et non pas individu à volonté, individu qui a un esprit, et en toute humilité, moi, l'éducation que j'ai reçue, j'avais un père visionnaire. Et qui dit, dans ma famille, garçon ou fille, pas question de distinction garçon ou fille. Ma petite fille, tu as un cerveau, une cervelle, fais-la fonctionner. Bon, il se trouve que je la fais tellement fonctionner que j'embête tout le monde aussi. Bon. Les hommes surtout, je suppose. Bon, en tout cas, à chaque fois quand je dis, eh ben, ce qu'on attend de moi, ce mode de fonctionnement-là, ce n'est plus bon. Je ne peux pas.
bien évidemment, je dérange beaucoup. Merci pour ces réactions. Nous allons partir à Lyon avant d'en revenir à vous. Madame, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous avez la parole. Oui. Pour commencer, je remercie madame Martine, présente avant. Oui. Oui, c'est madame Taï, j'appelle de Lyon. Oui. Donc je remercie madame Martine Keivao pour ce qu'elle fait avec son association auprès des femmes oué. Et je vais rebondir sur le deuxième film qu'on vient de voir. On nous dit que le développement socio-culturel ne peut se faire sans les femmes. Donc c'est pour cette raison que des solutions doivent être trouvées pour qu'une paix réelle revienne en Côte d'Ivoire, en l'occurrence dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour que ces femmes-là, la femme oué qui est reconnue pour son dynamisme, pour son travail, pour qu'elle puisse se remettre au travail. Actuellement à l'ouest, les femmes, il y a des familles qui ont disparu, qu'on n'a pas de nouvelles. Baissez le son de votre téléviseur, ça a madame, été dit déjà plusieurs fois, mais il faudrait qu'un recensement soit fait pour que ces femmes-là puissent se remettre au travail et que la paix réelle revienne en Côte d'Ivoire. Et madame Keivao, qu'elle continue dans son association, et si éventuellement elle a besoin de l'appui de d'autres associations, nous sommes aussi enfants de l'Ouest, on peut l'appeler hors antenne et travailler ensemble avec elle pour le bien-être des femmes de chez nous. Merci, merci madame. Alors, votre adresse internet c'est martine.keivao@ardef.org. Là, c'est l'adresse mail, mais le site internet, vous en avez un à l'Ardef. ardef.org. www.ardef.org. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, des réactions à ce film-là, et puis je voudrais aussi vous faire rebondir. J'entendais une dame dans le film qui disait on a plus de problèmes en tant que femme rurale qu'on en a à la ville. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Oui, bien sûr. Je suis d'accord sur ce point parce que, vous savez, tout est relatif. Aussi en ville, on peut dire qu'il y a trop de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre en ville ne sont pas forcément ceux de la vie rurale. Évidemment. Tout récemment, à Abidjan, il n'y avait pas, dans un quartier, il n'y avait plus d'eau pendant, je ne sais pas combien, 2-3 mois. Merci de parler de l'eau, j'avais quelque chose à dire. Il n'y a pas d'eau, il y a des villes où il n'y a pas d'eau. Les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau aussi dans d'autres quartiers pour ramener, comme celles qui vont au campement. Là. Oui. Donc, si elle le dit, c'est selon l'endroit où l'on se trouve. Même à Paris, moi j'ai trop de problèmes. Donc, je ne peux pas dire que celles de la campagne, elles ont plus de problèmes que moi. Tout est relatif. Et alors, par analogie, est-ce que les femmes en Afrique, à votre avis, ont plus de problèmes que les femmes n'en ont en Europe? Oh oui, c'est même pas comparable. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr. Vous voyez une Européenne faire ça tous les matins. Ah ben, ça dans la campagne française. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Elles ont fait le même travail. Elles ont des machines agricoles. Enfin, oui, mais aujourd'hui, 90%, même 98%, je pourrais dire. Et celui qui n'en a pas, c'est les gouvernements. Ils ont mis les moyens en place. Ils ont mis tous les systèmes pour que la vie d'un paysan aujourd'hui n'ait rien à voir avec ce qu'on voit là. Cela dit, ce qu'elle a dit tout à l'heure dans le film, il y a une dame des réfugiés qui dit quand on arrivait ici, on avait peur, on ne savait pas qu'on devrait être accueillis, mais heureusement, on a trouvé nos sœurs, elles nous ont donné des terres, alors qu'on se disait on n'avait pas d'argent pour acheter des terres. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire, si l'ouest a attaqué, justement, c'est pour ces terres. Nous, on n'a pas de problème de terre, mais on subit le fait d'avoir des terres, parce qu'aujourd'hui, on est exproprié. Toutes ces femmes qui sont dans ces camps de réfugiés, qui tendent la main pour manger, elles ont tout ce qu'il faut, elles ont leur champ, leur maison, leur campement, mais tout a été détruit. Elles ont dit qu'elles ne tendent pas la main. Hein, non, pas toutes. Je veux dire celles qui sont dans les camps de réfugiés, qui ont été chassées de leur village, qui sont dans la nature, qui sont venues et puis qui se retrouvent dans des camps et qui n'ont rien à manger, alors qu'à la base, l'Ouest est le moteur de la Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, c'est pas de l'exode. Exode encore si on vous chasse sans... Mais ces femmes-là, à longueur de journée, à l'heure où je vous parle là, combien sont violées à la seconde? Même les enfants. Déjà. Donc je voudrais attirer l'attention de l'ONU ici là-dessus. C'est très bien le travail qu'ils viennent de nous faire. Mais la sécurité est encore meilleure. Parce que les drames qui se passent à l'ouest, souvent se passent au nez et à la barbe des soldats de l'ONU. Et ils n'interviennent pas. Mais pour des raisons... Mais pourquoi
Mais il n'y a pas de raison. La mission de l'ONU, pour quelle raison, à votre avis? La mission... Pour quelle raison? Ils sont en mission. Mais mission... Pardon. Cette mission, elle est codifiée. Comment ça? Elle est codifiée parce qu'ils ont des règles de fonctionnement. Et ces règles, d'abord, moi, simplement, j'interpelle le citoyen, chacun à son niveau. Qui viole? C'est le citoyen. Qui viole? C'est le soldat. Alors, dans ce cas, moi je dis, pourquoi? Non, moi je dis, pourquoi dans le cerveau de ce bonhomme-là, qui est en train de violer, pourquoi il n'a pas ce même frein mental, ce même frein psychologique pour dire je n'ai pas le droit. Bien. Je n'ai pas le droit. C'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma cousine. Alors, conclusion, à la base, il y a quelque chose à modifier. La structure mentale qui fait que je fais d'instinct bestial ce que je veux et après on verra et les 3/4 du temps, il n'y a plus rien derrière. Justement. Et dans ce cas, moi je dis, le citoyen, chacun à son niveau n'a qu'à s'imposer les interdits. En d'autres termes, la dignité qui fait que jamais je ne franchirai la ligne jaune. Alors, Madame Keiva... Attendez, s'il vous plaît, je vais... Vous allez attendre, s'il vous plaît. L'ONUCI et ONU Femmes, donc, qui font ce film, indiquent que c'est un outil de sensibilisation, de plaidoyer, pour souligner les besoins et la pertinence d'appuyer davantage les femmes rurales dans leur rôle de productrices, et surtout que c'est le rôle de tous. C'est-à-dire que sinon, ils sont sur place, ils ont vu, ils auraient pu ne pas faire un film. Or, s'ils font un film, c'est bien pour que tout le monde, notamment ceux qui ne sont pas sur place, puissent voir les images, et donc, chacun à sa petite mesure, faire quelque chose. Donc, moi, je dirais donc, ce côté où ils ont fait ce film, c'est parce que la sécurité y est. C'est parce que ces femmes, les films qui ont été tournés à Bois, qui ont été tournés à Bois-Flé, c'est parce que ce côté-là, aujourd'hui, il y a une visibilité au niveau sécuritaire. Mais à Dieukwé, à Man, à Bangolo, à Kwibli, à Toulepleu et à Guiglo, Blolequin, cette même possibilité n'y est pas. Pourtant, dans chaque ville qui a été citée, il y a des camps de l'ONUCI. Mais pourquoi il y a autant de viols dans ça? Madame me disait tout à l'heure, ce n'est pas leur mission. Si l'ONUCI est allé en Côte d'Ivoire, c'est pour sécuriser, parce qu'il y a eu des conflits, c'est parce qu'il y a des barbaries. Donc, leur mission, c'est de protéger les civils. Et en l'occurrence, les femmes et les enfants. Monsieur le soldat, mais le soldat, s'il n'y avait pas ce soldat écervelé qui était là, l'ONUCI n'aurait pas de raison d'y être. C'est parce qu'il y a des gens comme ça, des brebis galeuses, qu'on les a envoyés pour surveiller des gens. Donc, quand on me dit que l'ONUCI n'est pas là pour chasser ou bien pour empêcher le viol de ces femmes, parce que ce n'est pas leur mission est codée, dans ce cas, il n'y a pas lieu que l'ONUCI soit là. Madame, quittons l'ONUCI. Les soldats de la paix, ils sont là pour la paix, donc ils sont là pour protéger. La mission première, c'est protéger. Protéger les civils. Que répondez-vous au fait, comme disait Madame, que soldats de l'ONUCI ou pas du tout, le gendarme, disons-le comme cela, quel est votre avis sur, quel regard portez-vous en tout cas sur ceux qui commettent ces exactions, indépendamment de ceux qui devraient peut-être les en empêcher et qui ne le font pas selon ce que vous nous en dites? Tout à l'heure, Madame, son association, ils sont contre les insurrections. Donc, ils ont eu une marche la dernière fois parce qu'il y a eu la diaspora malienne. Il y a eu un coup d'État, ils sont contre le coup d'État. Vous voyez, tout le monde. En 2002, il y a eu un coup d'État en Afrique, en Côte d'Ivoire. Personne n'a levé le petit doigt, sauf les Ivoiriens. Ceux qui sont contre ce coup d'État-là, on les traitait de pro-Gbagbo. Je ne suis pas sûre d'entendre réponse à la question que j'ai posée. Hein. Non, oui, justement. Donc, si on est contre des coups d'État, c'est parce qu'on ne veut pas de violence. Et s'il y a des coups d'État, et s'il y a des viols, et s'il y a des soldats bizarres comme ça, c'est parce qu'il y a des écervelés parmi les gens. Il y a des gens qui sont toujours mal intentionnés et qui agissent très mal. C'est pour ça qu'on a des soldats de la paix pour séparer. Donc, ils doivent protéger. Deuxième point, mais attendez, je vais répondre. Allez-y, vous avez la parole. Voilà. Deuxième point, c'est, comment ça s'appelle? Quand on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la police et la gendarmerie n'existent pas parce qu'ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas du tout droit à l'arme. Il n'y a que les militaires. Il
n'y a que les militaires. Et ce sont ces gens-là qui violent les filles. Donc, quand ils violent les filles et qu'il y a les soldats de la paix, la moindre des choses, c'est d'intervenir. Donc, on ne peut pas dire que leur mission est codée. La mission première, je suis désolée, des soldats de la paix, comme le nom l'indique, c'est de protéger les civils. Donc, on ne peut pas regarder un civil parce qu'on a une mission codée. Si on a une mission codée, on n'a pas de mission de paix, il n'y a pas de raison d'y être. Alors, je voudrais qu'on en revienne quand même aux femmes rurales parce que je ne voudrais pas qu'on manque non plus notre intention première, tout de même. Pour en revenir à ces femmes rurales, j'ai quand même relevé que l'une des dames disait elles ont été accueillies les unes par les autres. Or, cela ne fait pas légion. On laisse penser que là où il y a plus qu'une femme, ça devient la foire d'empoigne, qu'elles ne sont pas charitables les unes envers les autres. Or, ce qu'on a vu là, et peut-être que vous avez constaté sur le terrain vous aussi, témoigne de ce que les femmes se mettent en... On a vu, elles cultivent le chant ensemble, elles chantent ensemble et tout. Ça n'est pas une mise en scène, rassurez-nous, pour les besoins du film. C'est leur quotidien. Alors d'où viendrait cette idée selon laquelle les femmes ne peuvent pas faire grand-chose ensemble tout de même? Est-ce que c'est en face les hommes qui laissent penser cela ou est-ce que c'est fondé à votre avis? Moi ou madame? L'une ou l'autre. L'une ou l'autre. Ce n'est pas forcément fondé et de toute façon, être ensemble, œuvrer ensemble avec la même dynamique, c'est pas si évident que ça. Donc, cela faisant, c'est sûr qu'il y a toujours des désaccords. Il y a toujours des oppositions. Mais comment faire que la machine, qui est l'objectif et l'intérêt commun, fonctionne dans la bonne direction? Tout le problème, il est là. Le film, moi j'ai beaucoup apprécié ces femmes truelles en main, en train de construire leur mur. Je voulais rebondir là-dessus. Ça veut dire, elles ont transgressé un certain code social, travail d'homme. Les femmes, nous avons pensé qu'elles n'y arriveraient pas. Mais pourquoi pas? C'est des personnes à part entière, comme tout le monde, et qui fonctionnent. Il suffit d'avoir la compétence qu'il faut. Mais quand, pour des tas et des tas de raisons, qui sont des freins sociaux, des freins culturels, des freins mentaux, qui font qu'il y a cette entrave, et donc, quand on est dans un rôle figé, et c'est cette fiction-là, le fait que ça soit figé et qu'il ne faut surtout pas y toucher, sinon on dérange trop. C'est ça que moi je dis. Dommage. Mais il faut toucher justement pour que ça change. Il faut toucher. On va toucher. Il faut toucher. Si vous êtes d'accord, mesdames, on va laisser la parole à un monsieur qui nous appelle tout de même de Toulouse. Bonjour, vous avez la parole. Bonjour, lui, juste intervenir par rapport au propos de la dame qui disait les soldats de l'ONU. Je pense qu'elle a effectivement raison. Articulez, s'il vous plaît. Ne parlez pas trop vite, nous avons du mal. Par rapport au rôle que le soldat de l'ONU ici joue en fait, dans toute l'Afrique, je pense que Adam a complètement raison parce que ces soldats-là, j'ai vu à l'est du Congo, le même problème se pose, on viole les femmes, ils sont là, ils n'interviennent pas. Alors, s'ils n'interviennent pas, donc c'est le mieux qu'ils partent de ce pays, parce que leur rôle c'est d'intervenir, c'est d'empêcher les actes de vandalisme qui se posent, le viol des femmes, les enfants tués, les femmes battues par des voyous. Donc je pense qu'elle a raison, l'ONU ici est toujours là, il ne peut rien faire, on ne peut pas intervenir. À quoi ça sert d'être dans un pays si votre ambition ne faut pas intervenir? Quel est leur rôle aujourd'hui, finalement? Merci pour cette intervention. Alors, je voudrais qu'on... Moi, j'ai vu une image quand même, et vous avez parlé d'eau, et nous en avons parlé, nous aussi, sur ce plateau la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, en faisant état de la pénibilité de la corvée d'eau, où, sous toutes les latitudes, quand il n'y a plus d'eau, s'il y en a, d'habitude, quand il n'y en a plus, qu'est-ce qui va en chercher? En général, ce sont les femmes surtout, et quelquefois les enfants. Et moi, j'avais juste oublié de relever quelque chose, car les hommes vont prendre leur bain à la rivière, au marigot, tout ce qu'on veut, et ils reviennent les bras ballants. Le plus souvent, les femmes leur transportent de l'eau pour prendre leur douche. Ils vont même pas à la rivière. Et quand ils y vont, non mais quand ils y vont, c'est un corps. Ils voilà. Et puis ils reviennent les mains dans les poches. Ils reviennent les mains dans les poches et ils taquinent les femmes et les fillettes qui, elles, ont de l'eau sur la tête. Si jamais cette eau est renversée, elles vont y retourner pour avoir batifolé un tout petit peu sur le chemin. Distribution des rôles, mise en cause. Mais c'est pas une question de distribution. C'est une question de. Moi, je pense que c'est une question de mentalité. Oui, la mentalité, elle est forgée de façon à ce que chacun a sa place. C'est là où je dis les
places, il faudrait les revoir. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Là où il y a mal, il faut enfoncer le clou pour qu'il y ait solution. Voilà. Alors, voyez, je vous disais tout à l'heure, au début de l'émission, qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, dans des familles, quand on parle d'une fille, au moins, à notre époque, quand ta femme accouche, que tu fais une fille, encore, voilà. C'est des problèmes, ça. Ils se disent que faire une fille, c'est engraisser la famille du voisin. Parce qu'elle va aller se marier là-bas, elle va... Donc on prend une autre épouse, on va prendre une deuxième femme, celle qui fait des garçons. Si les femmes aujourd'hui se prennent en main, c'est pour combattre ce fléau de polygamie. Moi, j'imagine. Parce que si tu attends tout de monsieur qui vienne t'entretenir, eh ben, il va t'entretenir comme on le faisait à nos mamans, on les entretenait, elles étaient assises, comme il le dit là dans le film. Nos mamans avant, on s'asseyait à la maison. On s'asseyait à la maison, on n'a rien à dire, on nous amène le mot, tu as fini de pondre, on prend une autre, on prend plus jeune. Pondre. Oui, tu ponds. Moi, je trouve que ça pond. Oui. On va chercher une autre qui est plus utile, et puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les femmes ont dit niet à ça, c'est pour cela, j'ai dit, je te demanderai même plus de m'acheter mon pain, même si tu veux. Mais la dame, elle a dit d'ailleurs... Donc, celui à qui on donne à manger, à qui on puise de l'eau, il va aller se chercher une autre. Vous voyez, sa truelle à la main pour construire sa maison. Tu amènes une autre femme, elle la fout dehors. Sur cet argument, madame, celle qui ne veut pas aller chercher l'eau, elle est culpabilisée comme ayant manqué à son devoir. Mais c'est un sacrilège. Entre les devoirs et les droits, il faudrait maintenant rétablir l'équilibre. Alors, mesdames, du calme et du sang-froid, s'il vous plaît. Monsieur à Grenoble, c'est à vous la parole. Bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir sur 3 points selon les sujets. Oui. D'abord, le travail des femmes. Moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai grandi au village. Je sais que depuis que j'ai vu mes parents, les femmes sont toujours en groupe, en coopérative. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, elles travaillent toujours ensemble. Ça veut dire que les femmes sont toujours organisées, plus ou moins par rapport aux hommes. Oui. Mais elles ne sont pas aussi valorisées, le travail n'est pas valorisé comme on le valorise ici. Maintenant, oui, j'apprécie l'initiative de madame qui a son ONG, qui va directement voir ces femmes pour leur porter l'aide. En tout cas, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut. Même il faut inciter les gouvernants et toutes les associations, les ONG internationales, d'aller directement voir ces femmes pour pouvoir les aider. Dans tous les villages, en tout cas, toutes les femmes s'organisent de la même manière. Le deuxième point, c'est le point de la terre. Chez nous, les femmes se marient. Et quand on se marie, souvent, on se déplace aller dans un autre village, rejoindre son mari. Donc la femme qui est d'une famille va dans une autre famille. Attention à ce que vous allez nous dire. Parce que là-bas, on lui dit, t'es pas des nôtres, tu viens de là-bas. Alors, monsieur, allez-y. Donc, la terre, que font les femmes? Et alors la terre, si la femme a une terre ici dans sa famille, elle laisse la terre pour aller dans un autre village se marier. Oui. La terre qui est là, elle reste dans son village. Elle va aller retrouver son mari qui lui a une terre à lui dans sa famille. Oui, mais une terre à lui, pas une terre à elle. C'est souvent que les terres soient attribuées aux femmes. Oui. Voilà, donc c'est un peu complexe. Voilà, c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Donc c'est pas qu'on ne veut pas donner la terre aux femmes. Il y a des femmes aussi qui possèdent des terres par rapport à leurs parents. Si une femme qui n'a... Alors, monsieur, s'il vous plaît, que fait-on des femmes qui n'ont pas de mari? Est-ce qu'on leur donne des terres ou est-ce qu'on ne leur en donne pas? C'est ce que je suis en train de dire. Si une femme qui est restée dans la famille, qui n'est pas mariée, elle peut avoir la partie de terre par rapport à ses parents. Si ses parents ont la terre, elle peut cultiver, elle peut même hériter même des biens de ses parents. Et alors, et si elle se marie après qu'on lui ait donné la terre, qu'est-ce qu'elle en fait? Comment? Si après qu'on lui donne la terre, elle se marie, qu'est-ce qu'elle advient de cette terre? Ah, mais si après qu'elle se marie, elle est là avec son mari, ou elle se déplace, la terre est à elle. Dans tous les cas, la terre, elle, on ne va pas lui arracher ça, puisque lui a été déjà active. Merci monsieur pour votre appel. Alors, commentaire, mesdames, sur cette histoire de terre. Moi, comme le monsieur le dit, nous, je suis de l'Ouest, donc la coutume est la même. C'est ce que je vous disais, quand tu fais une fille, on dit c'est pour le voisin d'à côté. Donc quand tu te vas te marier, tu es censé hériter du côté de ton mari
avoir les terres du côté de ton mari. S'il a quelque chose. Ben, s'il a quelque chose. Mais c'est ça, je remets en cause justement. Parce que chez nous, c'est le patriarcat. L'enfant appartient au père. Contrairement aux gens du Sud. Chez nous en Côte d'Ivoire. Si c'est au sud, la femme, c'est bien, ses enfants sont les biens de chez elle. Et moi, chez nous à l'ouest, par exemple, si moi, j'ai des terres, j'ai tout ce qu'il faut, et qu'il arrive que j'ai un mari, ben, c'est mes frères qui prennent la terre chez moi, parce que chez moi, c'est pas pour moi. Voilà, d'où l'intérêt, le garçon, il vaut mieux garçon que fille. Ce qui me revient, c'est ce que j'ai fait chez mon mari. Mais ça, c'est avant. Aujourd'hui, Dieu merci, si tu as les moyens, que tu travailles ta terre, que tu sois marié ou pas, que tu as les moyens d'entretenir ta portion, ou bien ton héritage, ou bien la terre de tes parents, tu fais selon ce que tu peux, comme le permettent tes moyens, personne ne te dira mot. Alors, par contre, excusez-moi, tout ce qui est chez toi n'appartient pas à tes enfants. De mon côté à moi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout ce que c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui m'appartient, logiquement, au point de vue terre, parce que la terre, c'est sacré, c'est quelque chose de la famille, c'est de père en fils. Donc, si j'ai des portions que je travaille... De quelle famille parle-t-on si les femmes n'y ont pas de place, il n'y aurait pas de famille? Non, c'est pas parce qu'elles n'y ont pas de place. Si je suis là dans la famille, j'ai les mêmes droits que le garçon. Mais une fois et que j'ai un enfant naturel, mon enfant a les mêmes droits que les autres enfants, il reste là. Mais dès l'instant où il y a un mariage, tout ce qui est de ma famille ne m'appartient pas. Voilà, tout ça. Alors, finissons sur cet accès à la terre pour les femmes, que ce soit, en général, c'est des terres arabes. Quand les femmes veulent de la terre, ça n'est pas pour les emporter sous le bras. C'est pour pouvoir cultiver et subvenir à leurs besoins, donc pouvoir être autonome. Or, cette autonomie ne serait pas vue d'un bon oeil, car une femme autonome, n'est-ce pas, pour un homme, ça n'est pas une femme soumise. Pas contrôlable, déjà. C'est une femme qui respecte non, parce qu'il faut qu'on admette quand même qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, ils sont peu nombreux ceux qui vivent que de leur terre ou sur leur terre. Donc, la mobilité a modifié tout cela. Le salariat a modifié tout cela. Je ne veux pas dire pour autant que tout le monde est salarié. Ce n'est pas cela. Cette mobilité fait que même cette succession-là sur la terre et la répartition, elle est remise en cause. Mais tant qu'on ne veut pas l'analyser, tant qu'on ne veut pas trouver solution, eh ben, on ira de problème en problème, de complication en complication et de castagne de famille à famille aussi. En général, nous allons prendre, si vous êtes d'accord, mesdames, je voudrais proposer qu'on prenne notre dernier téléspectateur. Vous êtes à Paris, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, belle Lady. Bonjour, beau monsieur. Oui, je ne vois pas. J'aimerais intervenir sur les hommes. Apparemment, j'ai entendu parler d'une des dames qui a fait comprendre que les hommes ne faisaient rien, ils étaient couchés, les femmes allaient puiser de l'eau. Non. Ça, c'est pratiquement faux. Les puits, c'est les hommes qui les ont creusés. Et une fois qu'ils ont creusé le puits, les femmes vont chercher l'eau tous les jours. Écoutez. Tous les jours. Ça leur donne le droit d'attendre qu'elle amène l'eau. Va puiser à vie. Voilà. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Et deuxièmement, cette émission passe dans le monde entier. Il ne faut pas traiter les hommes africains de machos. Ah ben voyons. Nous sommes des travailleurs et nous sommes nos femmes. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. Et nous sommes nos femmes. Et il y a les abus et toutes les dérives partout. Il y a un trait à souligner. Il faut d'abord que nos gouvernements respectent nos femmes, c'est-à-dire nos mamans, nos filles. Et pourquoi le gouvernement va respecter une femme que son mari ne respecte pas? Voilà. Merci. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Merci, au revoir. Oui, c'est trop facile ça. Oui, pourquoi un gouvernement viendrait dire toc toc toc, bonjour madame, je vous respecte, alors que le mari en fait très peu de cas. Bon, alors très bien. Mesdames, on va devoir finir, on est quoi? Je perds mon oreillette déjà avant la fin de l'émission pour changer un peu moins de 3 minutes quand même avec cette autonomisation des femmes rurales. Je voudrais le rappeler et le laisser donc à la réflexion de tous ceux qui ont pu suivre cette émission. Le 8 mars 2012, avec
avait pour thématique, donc thématique sur l'année. Il n'est pas interdit de continuer à porter cette thématique, chacun dans nos actions respectives, que ce soit dans un engagement de militantisme, engagement associatif, donc autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Une thématique que chacun peut porter dans son action associative. Nous voyons là à l'écran donc ce que vous faites le 7 avril, on va le rappeler. Djokwe, 1 an déjà, hommage aux victimes et appel à la solidarité. Le rendez-vous, c'est le 7 avril 2012 à 12h, de 12h à 1h du matin à la mairie du 14e arrondissement de Paris. C'est de place Ferdinand Bruno dans le 14e. Voilà, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais vous donner chacune le mot de la fin, bien sûr, à la fois sur la thématique du jour et sur vos engagements respectifs. Je vais commencer par vous et vous allez voir, personne ne va vous interrompre. Alors, tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre que j'ai trouvée très, très enrichissante. Et je salue aussi l'engagement et la détermination de ma sœur à ma gauche. Et cela dit, en Afrique, le monde rural a tous les problèmes qu'il faut. Comme on le dit ici, il faut toujours un début pour arriver à quelque chose. Aujourd'hui, les femmes ont pris le devant, elles se prennent en charge, elles sont passées du statut de simple femme, comme on le dit, à des femmes autonomes, moteurs de l'économie de la nation, qui, on a vu dans le reportage pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire, même depuis 2002 qu'il y a eu cette crise, ce sont toujours les femmes qui sont au devant, malgré les embûches par rapport aux viols et autres par là. Donc moi, je dirais qu'on continue et que nos gouvernements soient attentifs à ça, qu'ils les aident, qu'ils instaurent des mesures appropriées pour aider ces femmes-là et que tout le monde y gagne. Madame Nyambélé, pour finir. Eh bien, pour finir, je dis, quel dommage si on reste figé et qu'on ne veut pas voir qu'il faut quand même bouger. Bouger, ça veut dire changer beaucoup de choses pour aller de l'avant. Tant qu'on n'intègre pas ça dans le mode de fonctionnement de tout un chacun, bon, on peut remettre les institutions en cause et tout ce qu'on veut, ça n'ira pas mieux. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous qui nous regardez au quotidien et qui participez vous aussi à la construction d'un monde meilleur. Merci à ONU Femmes basée en Afrique de l'Ouest à travers Madame Mariam Kamara qui m'a redirigé cet élément vidéo. Et je voudrais, moi, rendre hommage à toutes les femmes rurales, notamment toutes celles qui portent en équilibre sur la tête, indépendamment de leur jolie coiffure, comme on l'a vu, sans faire de chichi, le panier de fruits, la cuvette d'eau et toutes les autres charges. Et bien sûr, les hommes, nous les aimons tous, n'est-ce pas? Et moi, je dis, c'est le symbole du monde que ces femmes portent. Et c'est ainsi que la nuit va tomber progressivement sur le village de Lady Vous Écoute, où souvent il y a aussi des femmes rurales. Au revoir.